faut lire évidemment ce que dit Trump, puisque c'est l'homme qui crée ou qui recrée la surprise quand il dit j'envisage de me rendre en avion à Istanbul, je ne sais pas où je serai jeudi, il fait semblant, j'ai tellement de réunions, mais j'ai pensé à prendre l'avion pour aller là-bas. Il y a une possibilité, je suppose, si je pense que des choses peuvent s'y produire. Question à Jérôme Garraud, oui ou non, est-ce qu'on a un début de réponse à Moscou? Écoutez-le. Bonsoir à tous. Alors autant il est certain que Vladimir Poutine ne se déplacera pas s'il ne s'agit que de rencontrer Volodymyr Zelensky. Vous connaissez le souverain mépris qu'a le président russe pour son homologue ukrainien. Autant il est vrai que si la présence de Donald Trump, si elle est avérée, pourrait changer quand même un petit peu les termes de l'équation. Vladimir Poutine veut rétablir des liens avec l'Amérique, parler d'égal à égal avec la première puissance mondiale. Et cette poignée de main, cette photo est assez tentante, surtout quelques jours après avoir montré au monde entier son amitié avec un autre grand, le président chinois Xi Jinping. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut guetter un petit peu les signaux ici à Moscou. Et cet après-midi, je regardais les déclarations des uns et des autres, cet après-midi, vous avez des membres du Conseil de la Fédération de Russie qui ont déclaré, je cite, qu'il était absolument impossible que Vladimir Poutine se rende à ce déplacement en Turquie. Si ces hommes ont dit ça, c'est qu'ils étaient autorisés à le faire et ça refroidit un petit peu l'hypothèse de ce déplacement. Et merci beaucoup à Jérôme Garraud. Question sur ce plateau. Il ne faut jamais jouer à Madame Soleil, mais est-ce que vous croyez un instant que Poutine peut aller jeudi à Istanbul? Non. Moi, je pense qu'il n'ira pas. Je pense qu'il n'ira pas parce que, tout simplement, par rapport à sa stratégie totale de destruction, sa volonté tout simplement de poursuivre la guerre contre l'Ukraine jusqu'au bout, son entreprise d'annihilation, d'extermination à grande échelle, il n'a aucun intérêt à montrer la moindre volonté de céder sur quoi que ce soit. Et qu'en plus, effectivement, Zelensky le considère, le président ukrainien, président Zelensky, comme quelqu'un qui n'a pas de raison d'être. Il veut s'en débarrasser depuis le début, et le rencontrer, ce serait le légitimer, Trump ou pas Trump. Mais si Trump y va, moi je pense qu'il est pas dans la merde, là, Poutine. Hein. Il devrait y aller. Il devrait y aller. S'il n'y va pas, il va le payer très cher. C'est dur de mettre ça en sous-titre. Macha Merrill, 2 points, il n'est pas dans la merde. Vous savez, on a ce qu'on appelle des blocs dans notre jargon. Je ne sais pas si notre chef d'édition va remettre Macha. Poutine n'est pas dans la merde. Allez-y, Macha Merrill. Sérieusement. Et moi, je pense qu'il risque d'y aller. Justement, parce que là, ce serait, comment dire, une sorte de défier tout le monde. Et ça ne changera pas les négociations. Rien ne sortira de ces négociations. Mais il est capable. Ça, c'est le caractère russe. Sur ce plateau, Macha Merrill, qui a parmi ses nombreuses qualités le fait d'avoir un vieux fond d'âme un peu artiste, elle dit tout est possible, y compris que Poutine y aille. Oui, absolument. Alors, je voudrais, puisque... Attendez, mais restons, je vous redonne la parole, mais là-dessus, sur cette hypothèse tellement incroyable, parce que ce serait une accélération de l'histoire inouïe, est-ce que c'est, disons, raisonnablement imaginable ? Aller à Istanbul pour rencontrer Trump, c'est possible. Aller à Istanbul pour rencontrer Zelensky, c'est beaucoup moins probable. Et donc, si Trump y va, Poutine peut y aller pour rencontrer Trump, mais il n'est pas obligé d'accepter de rencontrer Volodymyr Zelensky. Et en fait, c'est dans cette nuance-là. Il va rencontrer aussi Zelensky. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Il faudrait que les Américains organisent la rencontre. Mais je pense que Poutine peut tout à fait poser ses conditions à ce déplacement-là. Si Trump y va, peut-être Poutine y va. Voilà. S'il n'y a pas Trump, ça m'étonnerait beaucoup. Non, à mon avis, alors très clairement, c'est Poutine qui a proposé une rencontre en Turquie. Ouais. Si Zelensky y va, si Poutine y va, ils ne peuvent pas s'éviter. Je ne vois pas de quelle manière, diplomatiquement, ils pourraient passer l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'obtenir la paix aujourd'hui? S'il ne le fait pas, s'il ne souhaite pas rencontrer son homologue pour obtenir une paix, c'est bien qu'il ne la veut pas. Ceci dit... C'est vrai. C'est une façon de gagner du temps. S'il allait, c'était juste pour éviter les nouvelles sanctions américaines et tout le reste. Ce serait juste de son côté pour éviter de recevoir des centaines de missiles qui viendraient d'Allemagne, etc. On est dans un jeu tacticien où chacun a intérêt à laisser penser à l'opinion que c'est l'autre qui ne veut pas de la paix. Sachant que pendant ce temps-là, sur le terrain, Vladimir Poutine continue évidemment à pousser son avantage. Mais le but, c'est de montrer qu'on n'est pas responsable. Donc tout va dépendre des qualités de la diplomatie américaine. C'est-à-dire que s'ils sont suffisamment bien organisés pour faire venir Trump et faire passer le message, on ne sait jamais. Sachant que Erdogan, lui, voit une occasion là de redevenir l'organisateur de la paix. Parce qu'il faut se souvenir qu'il y a eu une occasion manquée en avril 2022. Et d'ailleurs, Erdogan
a parlé d'une fenêtre d'opportunité que cette fois-ci, il ne fallait pas gâcher. Donc tout le monde a intérêt à ce qu'il se passe quelque chose. On verra bien. Est-ce que cette fois, Trump vous bluffe? Sur les plateaux de télévision en Europe de l'Ouest, en général, on est économe des compliments à l'égard de Trump, mais enfin là, il joue quand même assez finement. Quand il fait semblant de dire « j'ai tellement de réunions, je ne sais pas très bien ce que j'ai au programme jeudi », évidemment, il dit n'importe quoi. Quand il dit « je crois que les deux présidents y seront », il fait semblant de ne pas savoir que Poutine est un peu piégé par l'affaire. Objectivement, c'est bien fichu. C'est bien foutu. Vraiment, bravo. Hein. Bravo, Zelensky a bien joué là. Zelensky a très bien joué. Oui. Et Emmanuel Macron, mais en l'occurrence, Trump aussi ici. Tout le monde a bien joué là. Et je vous dis, il est dans un corner, là, même Poutine maintenant. Il serait le grand coupable, le grand méchant loup s'il n'y va pas. Non, c'est bien joué, mais effectivement, c'est Trump qui essaie quand même de tirer la couverture à lui, alors qu'il n'a rien fait dans l'histoire, et il essaie de faire croire que tout est grâce à lui et que cette rencontre est grâce à lui. Ça va, on lui laisse aller s'il aime la gloire. Mais au final, exactement. Oui. Si ça peut flatter son ego. C'est parce que de tout son poids politique. C'est le poids américain qui fait que Zelensky a dit qu'il allait à Istanbul et que peut-être ça ouvrait la possibilité pour que Poutine y aille. Parce que Ukrainiens comme Russes aujourd'hui, leur intérêt, c'est d'abord leur relation aux États-Unis. Les Ukrainiens, pour s'assurer que les États-Unis ne s'en aillent pas et que si la négociation se rompt, les Américains continuent de les soutenir, et les Russes, pour justement éviter cette hypothèse, gagner du temps et essayer de lasser les Américains. Donc en fait, c'est une partie de poker menteur où en fait chacun essaye de tirer quelque chose des États-Unis. Donc c'est Trump l'homme clé dans cette négociation. J'ajoute que les Américains sont dans un momentum diplomatique assez favorable, puisqu'il y a le cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan qu'ils ont annoncé. Et puis là, il y avait Marco Rubio qui a annoncé un cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC. Donc ils sont quand même sur une offensive diplomatique tous azimuts avec un message: nous sommes le pays de la paix. Oh, il aura son petit Nobel alors, hein, c'est ça? J'espère bien que non. Alors là, ça en tout cas, dans un contexte où on pensait avoir des États-Unis isolationnistes, c'était en tout cas ce qui était dit, de fait... Tout ça est très fragile, mais on voit que la manière de faire de la diplomatie, la manière brutale de Donald Trump, en forçant les autres acteurs à agir et à bouger, aboutit à des choses. Toute la question, c'est de savoir si ça va être durable. Que ce soit entre l'Inde et le Pakistan, où ça peut reprendre d'un instant à l'autre, que ce soit en RDC, où il y a déjà eu des massacres absolument mais effarants et monstrueux. Évidemment, on ne peut qu'espérer que ça s'arrête. Mais ça ne suffit pas. Et tout le problème de Trump, c'est que pour l'instant, il n'a pas prouvé qu'il était capable de construire des choses sur le long terme. Quelle sera la pression, en particulier des Européens et des sanctions éventuelles? Parce qu'il y a deux horloges qui courent. Il y a celle qui aboutit à jeudi à Istanbul, et il y a celle du cessez-le-feu que les Européens et les Ukrainiens veulent. C'est dans une heure, là. Ne veut pas. Voilà, l'ultimatum, il arrive quand? C'est bientôt. Écoutez peut-être, et vous réagissez juste après, Emmanuel Macron qui insiste sur le fait que la Russie doit effectivement l'appliquer, sinon les sanctions arriveront. Au mois de mars à Jeddah, le président ukrainien a dit « je suis d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ». Et hier, le président ukrainien a dit « je suis d'accord pour une rencontre à Istanbul ». Ça fait 2 fois qu'il fait des grandes concessions. Il faut maintenant être raisonnables tous. Soit la Russie, M. Poutine, est sérieuse et veut la paix, soit elle n'est pas sérieuse et nous devons sanctionner encore davantage. Voilà. La voix de la France, la voix de l'Allemagne, porte-parole du gouvernement allemand, le temps presse, nous avons encore 12 heures avant la fin de la journée. Il était comme vous, il a son horloge sous les yeux. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, effectivement, c'est pour les Européens, c'est un test de crédibilité. C'est-à-dire que si les sanctions ne viennent pas, effectivement, dans quelques heures, ça veut dire, effectivement, que les Européens, finalement, ne sont plus crédibles devant, effectivement, cette démonstration de force qu'ils ont montrée à Kiev il y a ne serait-ce que 2 jours. Maintenant, le vrai problème des Européens, c'est qu'il y a un certain nombre d'instruments qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et notamment celui des sanctions extraterritoriales, c'est-à-dire les sanctions imposées à des pays tiers. Pour l'instant, c'était les États-Unis, en raison du privilège du dollar, qui pouvaient se permettre de sanctionner les pays tiers. D'ailleurs, un certain nombre d'entreprises françaises, jadis, en ont été d'une certaine manière victimes. On s'en souvient. D'une certaine manière. Quelques autres aussi. Mais les Européens s'y sont toujours refusés. Or, aujourd'hui, ils devront aller jusque-là, parce que il y a bien sûr les sanctions déjà connues. D'une certaine manière, on va complètement, mais ça a été énoncé pour 2027, enfin, ça aurait dû venir beaucoup
plus tôt. Suspendre les livraisons russes de gaz naturel liquéfié. Il y a aussi des questions sur l'atome. On peut multiplier encore les sanctions financières. On peut cette fois-ci saisir quand même vraiment l'ensemble des avoirs gelés de la Banque centrale russe. Plus de 210 milliards qui sont gérés aujourd'hui par... Nicolas Tenzer, vous publiez aux éditions de l'Observatoire Petits et moyens États, la conquête du monde, fin de la politique des grandes puissances. Est-ce que c'est une douleur pour vous le fait qu'on négocie avec Poutine? Parce que quand même, il y a quand même un retournement de situation. On voit président Zelensky, président Trump, les Européens, tout le monde veut quand même parler à Poutine, alors que vous-même, vous avez toujours dit, négocier, c'est le piège russe. C'est le piège russe. Je pense que c'est un piège russe. Je pense effectivement qu'il ne faut pas le faire. Aujourd'hui, je pense que... C'est une erreur de négocier avec Poutine, encore aujourd'hui, vous l'affirmez? Je pense que de toute manière, la seule manière de traiter avec la Russie, c'est de la défaire militairement. Ça, je n'ai pas arrêté de le dire depuis 20 ans. Vous êtes un des derniers à le dire. Non, j'en ai quand même assez. D'ailleurs, Boris Johnson, regardez, Boris Johnson, lui, contrairement à ceux qui ont retourné sa veste, alors il est toujours droit, il continue à dire, il le disait dès mai 2022, comment négocier avec un crocodile qui a votre jambe gauche dans la gueule? Quelle négociation? C'est ce que fait Poutine. Il essaiera de geler le conflit 2022. Il l'annonçait déjà et c'est ce qui est en train de se passer, effectivement. Oui. Même le président de la République, même Volodymyr Zelensky disent on ne peut pas reconquérir par des voies militaires les territoires occupés. Pardon, mais un petit mot, c'est juste que ce soit Boris Johnson, par exemple, ou nous-mêmes autour de ce plateau, ce n'est pas nous qui avons la jambe dans la gueule du crocodile. Nous, on n'est pas en train de crever. Il y a eu des centaines de milliers de morts, toute la jeunesse ukrainienne qui est en train de mourir. Alors que nous disions, les Russes encore plus, mais en l'occurrence, là, on est en train de parler du sort de l'Ukraine. Ce qui me soucie, c'est la question de l'Ukraine. Et donc, venir dire, il ne faut pas négocier quand nous sommes tranquillement ici et que ce n'est pas nous qui risquons de voir mourir nos enfants, me semble vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas Tenzer? Radicalement pas d'accord. Je pense que c'est dans un monde idéal, en effet, on pourrait penser que nous allons défaire la Russie. Concrètement, je n'ai toujours pas compris comment on y arriverait, surtout dans l'état actuel des forces européennes. Écoutez, il faut tout simplement baisser le prix du pétrole. Oui. Et il s'écroule. Toute l'économie russe s'écroulerait. Donc c'est les Américains qui ont ça en main, puisque c'est eux quand même les plus gros producteurs de pétrole au monde. Il suffirait que tout le prix du pétrole baisse, terminé, il n'y a plus l'économie russe. C'est beaucoup mieux que le militaire. Mais je pense que sur le plan, effectivement, sur ce que disait Natacha Polony, moi je pense qu'il y a... Enfin, quand je vois les Ukrainiens, ce qu'ils disent, j'en reviens tout juste. J'ai fait 6 voyages en Ukraine, je ne sais pas combien vous en avez fait, depuis le début de la guerre totale. Tous les Ukrainiens me disent, nous ne voulons absolument pas céder sur les territoires. C'est ce que disait une ancienne députée ukrainienne récemment. Elle disait, si nous acceptons de combattre, nous allons perdre, tout continuer à combattre, nous allons perdre, nous le savons, des milliers des nôtres. Si nous cédons, nous allons en perdre des millions. Pourquoi négocier alors? Et donc la question est... Alors attendez, la position, je termine. La position, c'est une majorité, tous les sondages le montrent. Aujourd'hui, je dirais, les sondages sont parfaitement clairs auprès des Ukrainiens. Il n'y a pas de volonté de céder des territoires. Encore une fois, moi j'écoute ce que disent les Ukrainiens. Maintenant, à l'arrivée, pardon, si je peux me permettre, il y a quand même un problème. L'OTAN, première alliance militaire du monde. L'Union européenne, une des régions les plus riches de la planète. Plus le courage ukrainien, toute cette puissance n'a pas réussi à faire reculer Poutine. Donc, ou bien on n'a pas pu, ou on n'a pas voulu. C'est l'un ou l'autre. C'est quoi? Pas voulu. Il n'avance pas. Pas voulu, les Américains. On n'a pas voulu. Pourquoi? Nous, Européens, on a donné le maximum. C'est les Américains qui n'ont pas donné. La seule masse de manœuvre suffisante pour gagner face aux Russes, ce sont les Américains qui la possèdent. Ils ont 3000 chars en réserve, ils en ont donné 31. J'ai déjà donné 100 fois cet exemple, mais on pourrait le faire sur les avions de chasse, sur les systèmes de guerre électronique, dans tous les domaines. Ils ont donné le minimum pour que les Ukrainiens puissent survivre, pour que les Russes soient contraints de perdre quasiment maintenant 100 personnes par kilomètre carré. Ils progressent de 200 kilomètres carrés en un mois, en perdant quasiment 40 000 personnes sur le mois. C'est des chiffres qui sont absolument catastrophiques. Ils ont divisé par 4 leur vitesse de progression en 6 mois, les Russes. Donc aujourd'hui, on est sur une stagnation du front. Si c'est ce que les Américains voulaient, réussi, effectivement, ils l'ont obtenu. Mais par contre, obtenir une victoire militaire ukrainienne qui aurait permis de débarrasser le territoire de l'invasion russe, ça, ils ne l'ont pas donné, et c'est un choix. Et pour revenir sur le point précédent, sur les négociations, je ne pense pas que ce soit une erreur de négocier, mais je pense que c'est parfaitement inutile. Voilà, c'est-à-dire que quelles que soient les négociations et les efforts diplomatiques qu'on va faire, la Russie veut cette guerre, et elle la continuera tant qu'elle ne sera pas défaite. Et
économiquement ou militairement. En fait, je prendrai un peu de recul par rapport à ce qui vient d'être dit, mais ça a été dit par Nicolas Tenzer, c'est qu'en fait, quand on regarde les positions de négociation de chacun, aujourd'hui, les conditions d'une paix ne sont pas réunies. Les Ukrainiens ne veulent pas céder sur les territoires, les Russes ne veulent pas céder sur leur but de guerre. Donc cette négociation, dans le meilleur des cas, donnera un cessez-le-feu temporaire et la guerre va reprendre. La question, c'est chaque pays va suivre son intérêt. Aujourd'hui, les Américains nous disent notre intérêt n'est pas de continuer à investir dans la défense de l'Ukraine. C'est pas sûr. À partir de là, C'est pas sûr. à partir de là, il n'y a pas de solution militaire à la guerre en Ukraine. Et donc, soit on arrive à contraindre les Russes de négocier, et c'est maintenant, et il y a effectivement une toute petite fenêtre de tir, soit les Russes gagneront cette guerre.